Delphine Cartier entra dans le centre commercial Boisvert pour faire des achats. Pour le personnel, elle n'était qu'une femme noire de plus, une personne facile à accuser. Les agents de sécurité l'encerclèrent, leurs pas lourds d'autorité, impatients de la coincer. Puis arriva l'agent Jean Reynaud, bruyant et suffisant. Mais ce qu'aucun d'eux ne vit, c'était le feu derrière ses yeux calmes. 20 ans de service, un insigne de capitaine gagné avec courage et détermination. Ils pensaient qu'elle se rendrait sans un mot. Ils avaient tort. Et en un instant, l'arrogance allait rencontrer son châtiment. Avant d'aller plus loin, commentez d'où dans le monde vous nous regardez et assurez-vous de vous abonner car l'histoire de demain est une de celles que vous ne voulez pas manquer. Le soleil du samedi après-midi filtrait à travers les verrières du centre commercial Boisvert, projetant des taches de lumière chaude sur les sols polis. La capitaine Delphine Cartier marchait d'un pas décidé, son sac à main en cuir se balançant doucement à son côté. Après une longue semaine de paperasse et de réunions de personnel, la simple tâche d'acheter le cadeau d'anniversaire de sa nièce lui semblait être une bouffée d'air frais. « Quelque chose de spécial pour Jasmine », murmura-t-elle pour elle-même, balayant du regard les vitrines. Le centre commercial bourdonnait de l'activité des acheteurs du week-end, de familles avec des poussettes et d'adolescents traînant près de la fontaine. Delphine se permit de se détendre, mettant de côté les pensées liées au travail. Ce sentiment de paix dura exactement 8 minutes. Elle les remarqua dans le reflet d'une vitrine. 2 agents de sécurité maintenant ce qu'ils pensaient probablement être une distance discrète. Le plus grand, dont le badge indiquait « Meunier », parlait dans sa radio, tout en la fixant directement. L'agent plus petit, David, jetait des regards entre elle et son partenaire. L'air mal à l'aise. La mâchoire de Delphine se serra. 20 ans dans la police, et elle pouvait repérer une surveillance à 1 kilomètre. On l'avait déjà suivie dans des magasins. Ce n'était pas nouveau. Mais ça n'en était pas moins blessant. Bien reçu, la voix de Meunier traversa le couloir. Femme noire, sac en cuir marron, pull bleu. Gardons un œil sur elle. Les doigts de Delphine se crispèrent en poing. L'envie de se retourner et de les confronter la submergea. Elle pourrait brandir son insigne, voir leurs visages se décomposer, les faire se tortiller. Mais non, elle n'était pas en service. Elle faisait des achats pour sa nièce. Elle ne les laisserait pas gâcher ce moment. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans la boutique Cristal, un magasin de bijoux et d'accessoires haut de gamme. La douce odeur de parfum à la vanille embaumait l'air, et un jazz doux jouait en fond sonore. Derrière le comptoir, une femme blanche d'âge moyen vêtue d'un blazer impeccable, Linda, selon son badge, se raidit visiblement. « Je peux vous aider ?» Le ton de Linda était sec, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Je ne fais que regarder, merci. » Delphine garda sa voix calme et agréable, bien que son cœur tambourinât contre ses côtes. Elle se dirigea vers un présentoir de bracelets à breloques délicats, exactement le genre que Jasmine laissait entendre vouloir depuis des mois. À travers la vitre, Delphine pouvait voir Linda suivre ses mouvements dans le miroir derrière le comptoir. Devant l'entrée du magasin, Meunier et David rôdaient, feignant maladroitement d'étudier un plan du centre commercial. « Toutes ces vitrines sont fermées à clé », annonça Linda à voix haute, apparaissant au coude de Delphine. « Les articles ne peuvent être sortis que par le personnel. »« Je comprends, » répondit Delphine, se concentrant toujours sur les bracelets. « Quand je serai prête à voir quelque chose, je vous le ferai savoir. » Linda ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, elle se rapprocha, ses yeux allant de Delphine à son sac à main. Le sac en cuir, pour lequel Delphine avait économisé pendant 3 mois, lui parut soudain brûlant contre son flanc. « En fait, » dit Delphine en se redressant, « j'aimerais voir ce bracelet en argent avec la breloque papillon. » Linda hésita, puis attrapa lentement ses clés. En ouvrant la vitrine, Delphine remarqua que ses mains tremblaient légèrement. L'anxiété de la gérante était palpable, comme si elle s'attendait à ce que Delphine attrape tout le plateau et s'enfuit. Le bracelet était magnifique, des maillons délicats captant la lumière, de minuscules cristaux scintillant le long des ailes du papillon. Delphine sourit,
imaginant le visage de Jasmine s'illuminer en l'ouvrant. « Je vais prendre… » commença-t-elle. « Excusez-moi » la coupa sèchement Linda. « Je dois voir à l'intérieur de votre sac. » Le silence se fit dans la boutique. Même le jazz sembla s'estomper. Delphine sentit la chaleur monter dans son cou, alors que d'autres clients se tournaient pour la regarder. « Pardon ?» Elle garda sa voix basse, contrôlée. « Un bijou a disparu de cette vitrine. » La voix de Linda devint plus forte, plus assurée alors que Meunier et David entraient dans le magasin. « Je vous ai vu glisser quelque chose dans votre sac à main. » Les mains de Delphine se mirent à trembler. Non pas de peur, mais de fureur. C'est absolument faux. Je n'ai touché à rien d'autre que le bracelet que vous venez de me montrer. Madame, s'il vous plaît, coopérez. Meunier s'avança, la main posée sur sa radio. Videz votre sac sur le comptoir. Delphine se redressa de toute sa hauteur, sentant le manteau familier de l'autorité s'installer sur ses épaules. Je ne le ferai pas. Je n'ai rien volé, et vous n'avez aucun droit de fouiller mes affaires personnelles sans motif raisonnable. David se dandina nerveusement derrière son partenaire. Le visage de Linda était devenu rouge, mais elle insista. Soit vous nous montrez ce qu'il y a dans le sac, soit nous appelons la police. C'est du harcèlement, déclara fermement Delphine. Vous me suivez depuis que je suis entrée dans ce centre commercial. Vous me ciblez parce que je suis noire, et je ne me soumettrai pas à cette humiliation. Meunier se rapprocha, essayant d'utiliser sa carrure pour l'intimider. Dernière chance. Ouvrez le sac, ou les choses vont se compliquer. Delphine tint bon, le cœur battant, mais la voix stable. Je n'ouvrirai rien. Vous n'avez aucun droit, aucun motif raisonnable, et aucune preuve. Reculez. Ça suffit. Meunier attrapa sa radio. Code 10 à la boutique Cristal. Sujet refuse de coopérer. Demandons renfort de police. D'autres clients s'étaient rassemblés à l'entrée, téléphone levé. Linda se tordait les mains, semblant moins certaine maintenant que les choses s'envenimaient. David ne cessait de jeter des coups d'œil vers les sorties, comme s'il envisageait de s'échapper. Mais Delphine ne bougea pas. Elle avait affronté des suspects armés et des officiers corrompus. Elle ne se laisserait pas intimider par la sécurité d'un centre commercial et une gérante de magasin pleine de préjugés. Son sac à main resta fermement à son côté, ses yeux rivés sur ceux de Meunier. « Vous faites une très grosse erreur, » dit-elle calmement. La tension crépitait entre eux alors qu'ils attendaient à l'arrivée des renforts, aucune des deux parties ne voulant céder. La tension dans la boutique Cristal s'épaissit, tandis que Delphine gardait son sang-froid, même si sa colère menaçait de déborder. Avant de continuer avec ses accusations sans fondement, dit-elle d'un ton égal à Linda, « Pourquoi ne pas vérifier vos caméras de sécurité? Elles montreront que je n'ai rien pris. » La confiance de Linda vacilla un instant. « Les caméras, elles sont… juste là. » Delphine pointa le dôme noir évident dans le coin du plafond. « Et là, et là. Alors regardons les enregistrements ensemble. » Meunier n'attendit pas la réponse de Linda. Il attrapa le bras droit de Delphine, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. David, l'air de plus en plus mal à l'aise, prit son bras gauche avec une prise plus douce. « On vous a prévenu, » gronda Meunier. « Maintenant, vous interférez avec les opérations de sécurité. » L'entraînement de police de Delphine prit le dessus. Elle aurait pu se libérer de leur prise en quelques secondes, mais cela n'aurait fait qu'envenimer les choses. Au lieu de cela, elle garda sa voix stable et assez forte pour que la foule qui se rassemblait puisse l'entendre. « Je demande calmement à voir les enregistrements de sécurité qui prouveraient mon innocence. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est une solution raisonnable. » L'entrée de la boutique s'assombrit soudainement alors qu'une silhouette aux larges épaules se frayait un chemin à travers les badauds. L'agent Jean Reynaud entra d'un pas arrogant, son insigne brillant, son visage tordu par ce qui semblait être de l'anticipation plutôt que de l'inquiétude. Delphine connaissait Reynaud de réputation. Les plaintes à son sujet traversaient régulièrement son bureau. Arrestations agressives, usage excessif de la force, ciblant particulièrement les clients noirs. Il avait réussi à éviter des conséquences graves,
protégé par des relations au sein du commissariat. « Qu'est-ce qu'on a là ?» claironna Reynaud, faisant mine d'inspecter la scène. Sa main reposait nonchalamment sur son arme, une tactique d'intimidation délibérée. Linda se précipita pour expliquer « Elle ne nous laisse pas vérifier son sac pour un vol. »« Encore une qui cherche les ennuis ?» la coupa Reynaud, concentrant son regard hostile sur Delphine. « Toujours la même histoire, n'est-ce pas ?»« Agent, » commença Delphine, maintenant son ton professionnel. « C'est un malentendu qui pourrait être facilement résolu en… » Sans avertissement, Reynaud lui attrapa l'épaule et la projeta contre la paroi de verre de la boutique. L'impact fit trembler les vitrines à l'intérieur et plusieurs clients eurent un hoquet de surprise. Le verre était froid contre sa joue alors que Reynaud la pressait plus fort contre lui. « Ne me dites pas comment faire mon travail !» gronda-t-il près de son oreille. « Les mains derrière le dos. Maintenant. C'est un usage excessif de la force !» déclara Delphine à voix haute, gardant toujours sa voix maîtrisée, malgré la rage et l'humiliation qui lui brûlaient à la poitrine. « J'ai des droits, et vous les violez. »« Des droits ?» Reynaud rit, tirant brutalement ses bras en arrière. « Vous avez le droit de vous taire pendant que j'ajoute la résistance à l'arrestation à vos chefs d'accusation. » Les menottes se refermèrent, inutilement serrées. Autour d'eux, la foule s'était agrandie. Les téléphones étaient sortis partout, enregistrant la scène. Certaines personnes chuchotaient avec dégoût, d'autres criaient que ce n'était pas juste, mais personne n'intervint. Reynaud la fit pivoter et commença à la faire marcher vers le couloir du centre commercial. Chaque pas était une étude de fureur contrôlée pour Delphine. Elle avait passé sa carrière à lutter contre exactement ce genre d'abus de pouvoir, et maintenant, elle en faisait l'expérience directe. Le couloir principal du centre commercial s'était immobilisé. Les clients se pressaient contre les vitrines, les téléphones levés pour capturer le spectacle d'une femme noire bien habillée, exhibée menottée. Delphine garda la tête haute, même si ses épaules lui criaient à cause de l'angle inconfortable de ses bras. « Vous faites tout un cinéma pour rien », annonça Reynaud à voix haute, jouant pour son public. « Vous auriez dû coopérer. » Ils atteignirent la sortie latérale du centre commercial où la voiture de patrouille de Reynaud attendait. Le soleil de l'après-midi était dur après la lumière filtrée du centre, et Delphine dut cligner des yeux plusieurs fois pour s'adapter. « Avant que cela n'aille plus loin, » dit-elle clairement, se tournant pour faire face à la foule croissante de badauds, « je pense que vous devriez savoir quelque chose, agent Reynaud. »« Gardez ça pour la garde à vue, » lança-t-il, tendant la main vers la portière de la voiture. « Je suis la capitaine Delphine Cartier, du 15e arrondissement. » Sa voix porta à travers le parking. « Mon insigne est dans ma poche avant, ce que vous auriez su si vous aviez pris la peine de me demander une pièce d'identité avant de m'agresser. » Les murmures de la foule s'amplifièrent. Plusieurs personnes se rapprochèrent, les téléphones toujours en train d'enregistrer. Le visage de Reynaud vacilla d'incertitude avant de se durcir en un rictus. « Bien sûr, vous l'êtes, » ricana-t-il, mais il y avait une nouvelle pointe de nervosité dans sa voix. « Et moi, je suis le préfet de police. »« Vérifiez ma poche, » insista Delphine. « Côté gauche. » Reynaud hésita, puis lui tapota brutalement la poche. Sa main se figea en rencontrant la forme familière d'un insigne de police. Lentement, il le retira, le bouclier doré captant la lumière du soleil. « C'est un faux !» déclara-t-il, mais sa voix avait perdu son autorité. Un autre chef d'accusation. Usurpation de fonction. La réaction de la foule fut immédiate. « C'est une capitaine !» cria quelqu'un. « Il a arrêté une capitaine de police pour du shopping ?» ajouta une autre voix. Les téléphones continuaient d'enregistrer, documentant chaque seconde du malaise de plus en plus évident de Reynaud. « Je vous suggère de retirer ces menottes, » dit Delphine calmement, « avant que vous ne vous enfonciez davantage, agent. »« Cet insigne pourrait être un faux, » insista Reynaud, mais ses mains tremblaient légèrement. « Je vous emmène au poste pour vérification, et j'ajoute des accusations pour… »« Pourquoi ?» le défia Delphine, gardant sa voix stable malgré sa colère montante. « Shopping en étant noir? Est-ce toujours votre procédure standard,
Agent Reynaud? D'autres téléphones apparurent dans la foule. Quelqu'un diffusait en direct. Le visage de Reynaud avait pris une vilaine teinte de rouge, alors qu'il réalisait à quel point il avait mal calculé son coup. Mais au lieu de reculer, il attrapa de nouveau le bras de Delphine, essayant de la forcer à entrer dans la voiture de patrouille. « Vous ne faites qu'empirer les choses pour vous-même », gronda-t-il. Faux insigne, résistance à l'arrestation, entrave à un officier. Le volume de la foule augmenta, leur indignation palpable. Delphine tint bon, même menottée, sa voix portant clairement par-dessus le chaos grandissant. « Chaque seconde de ceci est enregistrée, agent. Chaque abus de pouvoir, chaque violation de protocole. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» La colère de la foule enfla comme une vague, leur voix s'élevant en une protestation unifiée. « Laissez-la partir !» cria quelqu'un à l'arrière. D'autres reprirent l'appel, et bientôt des dizaines de personnes scandaient, leurs téléphones tenus hauts comme des torches dans la lumière déclinante de l'après-midi. Reynaud se déplaça mal à l'aise, tenant toujours le bras de Delphine, mais clairement incertain de la marche à suivre. Ses tactiques habituelles d'intimidation se retournaient contre lui de manière spectaculaire, alors que de plus en plus de visiteurs du centre commercial s'arrêtaient pour rejoindre le rassemblement croissant. « Ça devient viral », annonça une adolescente à voix haute, les yeux sur l'écran de son téléphone. « Déjà 1000 partages sur TikTok. Vous voyez ça? Ils ont arrêté une capitaine de police noire pour du shopping. » Delphine resta parfaitement immobile, sa posture droite malgré la morsure des menottes. Elle avait géré d'innombrables confrontations au cours de ses 20 années de service, mais se retrouver de ce côté des menottes lui apportait une nouvelle perspective. Une perspective qui la brûlait au plus profond de sa poitrine. Un superviseur de la sécurité du centre commercial arriva en courant, le visage rouge de panique. Derrière lui, une femme en tailleur impeccable serrait son téléphone, parlant rapidement dedans. Le superviseur embrassa la scène du regard, la foule en colère, la capitaine de police menottée, l'agent Reynaud de plus en plus agité, et son visage devint blême. « L'inspection générale est en route », annonça la femme en tailleur, se présentant comme Patricia Lemaire, la directrice des relations publiques du centre commercial. « Agent, peut-être devrions-nous gérer cette situation à l'intérieur ?»« Il n'y a rien à gérer à l'intérieur », déclara fermement Delphine. « Ces menottes doivent être retirées. Maintenant. » D'autres téléphones apparurent dans la foule. Les diffusions en direct se multiplièrent. Les commentaires et les partages explosèrent sur les plateformes de médias sociaux. L'histoire se propageait plus vite que quiconque ne pouvait la contrôler. « Regardez ces chiffres !» cria quelqu'un. « 20 000 vues déjà !» Patricia Lemaire s'approcha, son sourire professionnel tendu. « Agent Reynaud, étant donné les circonstances, peut-être devrions-nous… » « Je ne reçois pas d'ordre de la direction du centre commercial », lança Reynaud, mais sa bravade se fissurait. La sueur perlait sur son front malgré l'air frais. Une voiture de police arriva sur le parking, ses gyrophares clignotants mais sa sirène silencieuse. Le sergent Robert Vasseur en sortit, son visage buriné soigneusement neutre, alors qu'il évaluait la situation. Il avait travaillé avec Delphine pendant des années, connaissait sa réputation d'intégrité. « Agent Reynaud » appela Vasseur, son ton faussement désinvolte. « Vous voulez me dire pourquoi vous avez menotté une capitaine de police ?» La prise de Reynaud sur le bras de Delphine se relâcha enfin. « Sergent, je répondais à un appel pour vol. Cette femme prétendait être une capitaine, mais… »« C'est la capitaine Cartier », interrompit Vasseur. « La supérieure hiérarchique de votre supérieur hiérarchique. L'insigne que vous tenez ? Il est vrai. Je vous suggère de vérifier ce fait rapidement. » La foule s'était tue, observant le drame se dérouler. Le visage de Reynaud passa par une série d'émotions. Colère, peur, calcul. Finalement, avec des mains tremblantes, il sortit ses clés et retira les menottes. Delphine se frotta les poignets, notant les marques rouges là où le métal s'était enfoncé dans sa peau. Elle aurait des bleus de main, la preuve d'une autre rencontre de routine qui avait mal tourné. Patricia Lemaire s'avança,
parlant assez fort pour que les téléphones de la foule captent chaque mot. « Capitaine Cartier, au nom du centre commercial Boisvert, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses pour cet incident malheureux. Nous sommes fiers d'être un espace accueillant pour tous les clients et clairement, nous vous avons fait défaut aujourd'hui. » « Incident malheureux ?» répéta Delphine, sa voix acérée. « C'est comme ça qu'on appelle le profilage racial et la brutalité policière maintenant ?» La directrice des relations publiques tressaillit. D'autres téléphones enregistrèrent son malaise. « Nous mènerons une enquête complète », poursuivit le maire, son vernis professionnel se craquelant légèrement. « Nos protocoles de sécurité seront minutieusement examinés et… »« Gardez ça pour vous », la coupa Delphine. « Vos caméras de sécurité ont tout filmé. Je vous suggère de préserver ces enregistrements. » La foule murmura son approbation. Plusieurs personnes manifestèrent leur soutien, offrant d'envoyer leurs vidéos comme preuve. Pendant que l'équipe de communication du centre commercial tentait de gérer la crise grandissante, le sergent Vasseur se rapprocha de Delphine, parlant à voix basse. « Vous devriez savoir, Renaud était sur sa radio avant que j'arrive. »« Laissez-moi deviner, » répondit Delphine à voix basse. « Il écrivait sa version des événements ?» Vasseur hocha la tête d'un air sombre. « Il prétend déjà que vous avez résisté et que vous l'avez frappé pendant l'arrestation. Vous savez comment fonctionnent ces rapports. La première version sur papier devient la version officielle. » Delphine sentit une nouvelle vague de colère, mais garda une expression neutre. Elle avait déjà vu ce schéma, de faux rapports utilisés pour justifier un usage excessif de la force, en particulier contre les citoyens noirs qui osaient défendre leurs droits. « Il ne sait pas à qui il a affaire », dit-elle à Vasseur. La foule commença finalement à se disperser, alors que la direction du centre commercial s'efforçait de rétablir un fonctionnement normal. Delphine rassembla ses affaires, y compris son insigne, que Renaud avait laissé tomber par terre avant de quitter rapidement les lieux. Le trajet jusqu'à la maison semblait surréaliste. Les rues familières de son quartier avaient le même aspect, mais tout avait changé. Ses mains étaient instables sur le volant, mais son esprit passait en revue les implications de ce qui s'était passé. En entrant dans sa maison, Delphine se dirigea directement vers son bureau. Elle devait tout documenter pendant que c'était encore frais dans sa mémoire. L'ordinateur portable s'alluma avec un doux bourdonnement. Une notification de courriel retentit. Nouveau message du commissariat. Objet. Rapport d'incident. Numéro 2023 487. Delphine ouvrit la pièce jointe, sa mâchoire se serrant à la lecture. Selon le rapport de Renaud, elle avait été combative et agressive dès le début. Il affirmait qu'elle avait frappé les agents et résisté au protocole de sécurité légitime. Le rapport brossait le portrait d'une femme noire en colère et hors de contrôle, le stéréotype exact contre lequel elle s'était battue toute sa carrière. Elle se renversa dans son fauteuil, les accusations brûlant sur son écran. Le courriel avait été copié à l'inspection générale, au bureau du chef de la police et au syndicat de police. Renaud avait agi rapidement, essayant de contrôler le récit. L'horloge de la cuisine indiquait 19h30 quand Clara Dubois arriva, portant une bouteille de vin et arborant l'expression inquiète que Delphine avait appris à bien connaître au cours de leurs 15 années d'amitié. En tant qu'avocate de la défense, Clara avait vu assez de cas pour reconnaître quand les ennuis se préparaient. « J'ai commandé chinois », dit Delphine, désignant les boîtes à emporter sur la table de la salle à manger. « Je me suis dit qu'on aurait besoin de carburant pour cette conversation. » Clara posa son sac et sortit un dossier en carton. « J'ai examiné le rapport que tu m'as envoyé. C'est pire que ce que je pensais, Delphine. » Elles s'installèrent à table, le confort familier de leur dîner habituel, maintenant assombri par les événements de la journée. Delphine servit la nourriture pendant que Clara versait le vin, les deux femmes tombant dans un rythme bien rodé, qui témoignait d'années d'amitié et de batailles partagées. « Dis-moi franchement, » dit Delphine, poussant son poulet aigre-doux dans son assiette. « C'est grave à quel point ?» Clara prit une lente gorgée de vin avant de répondre. « Le rapport est parfaitement rédigé pour déclencher une enquête de l'IGPN.
Reno sait exactement ce qu'il fait. Il prétend que tu l'as frappé pendant l'arrestation. C'est une agression sur un officier. Il t'a dépeinte comme hostile, agressive, non coopérative. Et il a ses agents de sécurité du centre commercial pour soutenir son histoire. Mais il y a des vidéos, protesta Delphine. Des dizaines de témoins ont vu ce qui s'est réellement passé. Les vidéos peuvent t'aider. But, tu sais comment fonctionne le système. Ils diront que les enregistrements sont incomplets, qu'ils ne montrent pas toute l'histoire. Ils se concentreront sur ton attitude, prétendront que tu as envenimé la situation. La fourchette de Clara cliqueta contre son assiette alors qu'elle la posait. Et soyons honnêtes, nous savons toutes les deux comment le système traite les officiers noirs qui font des vagues. Delphine repoussa son assiette, l'appétit coupé. Alors, quelles sont mes options? Légalement, on peut se battre. Les vidéos aident et ton dossier est impeccable. Mais Clara hésita, choisissant ses mots avec soin. Si le commissariat décide de pousser cette version, tu pourrais être suspendu en attendant l'enquête. Il pourrait même essayer de te forcer à une retraite anticipée. Pour une fausse accusation de vol à l'étalage? La voix de Delphine monta d'incrédulité. Non, répondit doucement Clara. Pour avoir défié le statu quo. Pour leur avoir fait mauvaise presse. Pour être une femme noire qui n'a pas simplement accepté l'humiliation en silence. La vérité de ces mots pesait lourdement dans l'air. Delphine se leva, se dirigeant vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, sa rue de banlieue tranquille semblait paisible, normale. Mais plus rien ne semblait normal. « Je pourrais rendre l'affaire publique », dit Delphine, se retournant pour faire face à son amie. « L'histoire est déjà sortie. Je pourrais donner des interviews, raconter ma version. » L'expression de Clara devint plus inquiète. « C'est risqué ? Tu te souviens du capitaine Williams du 12e arrondissement? Il a dénoncé publiquement le profilage racial dans son service il y a 3 ans. Aux dernières nouvelles, il travaille comme agent de sécurité dans un entrepôt dans l'Ohio. Le système a des moyens de faire des exemples de ceux qui parlent. Alors, je suis censé accepter ça. Les mains de Delphine se serrèrent en poing. Les laisser écrire leurs mensonges, détruire ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Non, dit fermement Clara. Nous nous battons intelligemment, nous rassemblons des preuves, nous montons un dossier. Elle hésita de nouveau, puis ajouta « Et Delphine, je ne pense pas que cela ne concerne que toi. » Que veux-tu dire? Clara ouvrit le dossier qu'elle avait apporté, étalant plusieurs documents sur la table. L'année dernière, j'ai défendu 6 clients, tous noirs, tous arrêtés dans ou près de ce centre commercial, tous accusés de résistance à l'arrestation ou d'agression sur des officiers, tous après avoir déposé des plaintes pour harcèlement. Delphine se pencha sur les papiers, son instinct de policière s'activant alors qu'elle parcourait les détails. Les mêmes officiers impliqués. Reno apparaît dans la plupart d'entre eux. Et regarde le schéma, les accusations arrivent toujours après les plaintes. C'est comme s'ils utilisaient la menace de poursuite pour faire taire les gens. Delphine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les implications étaient stupéfiantes. De combien de cas parlons-nous? Ce ne sont que ceux qui sont venus à moi. Combien de personnes, penses-tu, ont accepté des plaidés coupables parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre de se battre? Combien sont restées silencieuses par peur? La conversation se poursuivit tard dans la soirée. Les 2 femmes décortiquant les détails, cherchant des schémas, construisant une image plus large. Au moment où Clara partit, l'horloge de la cuisine indiquait près de minuit. Mais le sommeil ne viendrait pas. Delphine était assise dans son salon obscurci, son ordinateur portable projetant une lueur bleue sur son visage alors qu'elle parcourait les médias sociaux. Les vidéos de son arrestation avaient explosé en ligne. Certains commentaires exprimaient l'indignation, exigeant la justice. D'autres crachaient un venin raciste, affirmant qu'elle avait joué la carte de la race ou eu ce qu'elle méritait. Un site d'information avait repris l'histoire. Une capitaine de police noire arrêtée pendant son shopping, profilage racial ou interpellation légitime. La section des commentaires était un champ de bataille de récits concurrents.
Son téléphone vibra sur la table basse. Numéro inconnu. Le message la fit se redresser. « Laisse tomber, capitaine. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. » Delphine fixa l'écran, son instinct de policière notant automatiquement les détails. Indicatif régional. SMS envoyé via un opérateur standard, pas une application de messagerie. La menace était claire mais soigneusement formulée, rien d'explicitement criminel. Elle fit une capture d'écran, documentant l'heure et la date. Une preuve de plus pour ce qui allait suivre. La lueur du téléphone illuminait son visage dans la pièce sombre, soulignant la détermination de son expression. Il pensait pouvoir la réduire au silence par la peur. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du bureau de Clara, alors que Delphine arrivait à 8 heures précises. Le cabinet d'avocats était calme, la plupart des employés n'arrivant pas avant 1 heure. C'est exactement pourquoi elles avaient prévu de se rencontrer si tôt. « J'ai passé toute la nuit à examiner des cas », dit Clara, son bureau couvert de piles de dossiers en carton. Les cernes sous ses yeux correspondaient à l'apparence insomniaque de Delphine. « Ce que j'ai trouvé, c'est plus gros que ce que nous pensions. » Delphine s'installa dans le fauteuil, en face de son amie, serrant une tasse de voyage de café bien nécessaire. « Montre-moi. » Clara étala des dizaines de dossiers, créant une grille de papier sur son grand bureau. Chacun de ces dossiers est un rapport d'arrestation abusive de l'année écoulée. Tous des résidents noirs. La plupart se sont produits au centre commercial, Boisvert ou à proximité. Combien ? 47 cas que je peux confirmer. Mais ce ne sont que ceux où les gens se sont défendus ou ont cherché une aide juridique. Pour chaque personne qui conteste les accusations, il y en a probablement 5 qui n'ont pas les moyens. Delphine se pencha en avant, parcourant les documents. Son œil exercé repéra immédiatement des schémas. Les mêmes officiers apparaissent à plusieurs reprises. Reynaud, Martinez, Cooper, et regarde les accusations. Clara tapa sur plusieurs dossiers. Résistance à l'arrestation. Agression sur un officier. Trouble à l'ordre public. Toutes des accusations qui opposent la parole du citoyen à celle de l'officier. Ce qui rend la contestation au tribunal presque impossible, ajouta Delphine, la mâchoire serrée. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Clara sortit une feuille de calcul qu'elle avait compilée. De ces cas, 86% se terminent par un plaidé coupable. La plupart des accusés acceptent des accords plutôt que de risquer un procès. C'est bien au-dessus des taux normaux de plaidé coupable, nota Delphine, ses instincts d'enquêtrice s'éveillant. Et chaque accord de plaidé coupable inclut une mise à l'épreuve obligatoire. La voix de Clara prit une intonation plus dure. Dick, spécifiquement une mise à l'épreuve par l'intermédiaire d'un contractant privé appelé Service de supervision Nouveaux Horizons. Les sourcils de Delphine se haussèrent. Une mise à l'épreuve privée ? Je ne savais même pas que c'était légal. C'est une tendance croissante. Les départements externalisent le suivi de la mise à l'épreuve pour économiser de l'argent. Mais regarde les frais que ces personnes doivent payer. Clara lui tendit un autre document. Frais de supervision mensuels, frais de dépistage de drogue, frais de surveillance électronique. Certaines personnes finissent par payer des milliers d'euros sur leur période de probation, créant un tout nouveau système de prison pour dette, marmonna Delphine, la colère montant en elle. Et s'ils ne peuvent pas payer, ils violent leur probation. Retour en prison. Plus de frais. C'est un cycle sans fin. Delphine se leva, trop agitée pour rester assise. Je dois voir nos dossiers internes à ce sujet. Il doit y avoir une trace écrite au commissariat. Fais attention, l'avertit Clara. Après la menace d'hier soir, je suis toujours capitaine de police. J'ai tout à fait le droit de consulter les registres d'arrestation. Delphine rassembla ses affaires. Ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mon travail. 1 heure plus tard, Delphine était assise à son bureau au commissariat, extrayant méthodiquement les dossiers numériques. Elle remarqua les regards de côté des autres officiers, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle passait. Le rapport d'arrestation mensonger avait clairement circulé. Elle les ignora,
se concentrant sur l'écran de son ordinateur. Une année de données d'arrestation défilait alors qu'elle cherchait des schémas. Lieu, centre commercial Boisvert. Officier, Renault. Accusation, résistance à l'arrestation. Les chiffres ne cessaient de croître. Puis, elle trouva quelque chose qui la fit marquer une pause. Une note de service sur le partenariat du département avec les services de supervision Nouveaux Horizons. Le PDG de l'entreprise était listé, Richard Boisvert. La même famille qui possédait le centre commercial. En creusant davantage, elle découvrit des rapports financiers. La société de probation était une filiale de Greenwood Holdings LLC. La société de sécurité du centre commercial était une autre filiale. Tout était lié. Son téléphone vibra. Un SMS de Clara. « J'ai trouvé autre chose. » Ces cas augmentent chaque trimestre, juste avant que le centre commercial ne publie ses résultats aux actionnaires. L'esprit de Delphine s'emballa. Plus d'arrestations signifiait plus de personnes en probation. Plus de personnes en probation signifiait plus de frais perçus. La sécurité du centre commercial ciblait les clients noirs. La police locale procédait à des arrestations sur de fausses accusations. Et la famille Boisvert profitait des paiements de probation qui en résultaient. Elle imprima les documents clés, les glissant dans sa mallette. En sortant, elle surprit d'autres chuchotements, d'autres regards. Laissez-les parler. Elle avait de plus grandes préoccupations maintenant. Le soleil de l'après-midi était dur alors que Delphine se garait en face du centre commercial Boisvert. La façade en verre du bâtiment brillait, projetant une image de prospérité commerciale haut de gamme. Hier, elle l'avait vu comme le lieu de son humiliation. Maintenant, elle le voyait différemment. Elle regardait les clients aller et venir. Des agents de sécurité du centre commercial postés à chaque entrée, les mains sur leur radio. Une jeune mère noire passant en hâte, serrant son sac à main, les yeux vifs et nerveux. Un adolescent suivi par un garde, tout comme elle l'avait été. L'ampleur de la situation la frappa d'un coup. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de vies avaient été déraillées par de fausses accusations? Combien de familles avaient été saignées à blanc par les frais de probation? Tout cela pour grossir les profits de la famille Boisvert. Delphine agrippa son volant, les jointures blanches. En 20 ans de carrière dans les forces de l'ordre, elle avait vu beaucoup de corruption, beaucoup de racisme systémique. Mais c'était différent. C'était une exploitation calculée et organisée. Elle fixa l'entrée imposante du centre commercial, où la veille encore, elle avait été traînée, menottée. Sa voix n'était qu'un murmure dans la voiture silencieuse. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Delphine venait de s'installer à son bureau avec la pile de documents quand un coup à la porte interrompit ses pensées. Une jeune femme hispanique se tenait à l'entrée de son bureau, un carnet à la main. « Capitaine Cartier, je suis Maya Lopez, du Héros de la Ville. » Elle s'avança avec détermination, son badge de presse se balançant à un cordon. « Vous avez une minute ?» Delphine commença à donner sa réponse standard. Pas de commentaire. Mais quelque chose dans l'expression déterminée de Maya la fit s'arrêter. « Fermez la porte. » Maya s'assit, sortant déjà son téléphone pour enregistrer. « Je suis votre cas depuis l'incident du centre commercial. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai passé 6 mois à enquêter sur l'agent Renault et ses liens avec des sociétés de probation privée. » Delphine se pencha en arrière, étudiant la journaliste. « Qu'avez-vous trouvé ? » Des pistes financières, des sociétés écrans, des arrestations au calendrier suspect. Maya afficha des documents sur sa tablette. Mais je me suis heurté à des murs. Les sources se taisent. Les dossiers disparaissent. Puis, j'ai vu la vidéo de ce qui vous est arrivé. Et j'ai su que c'était ma chance. Votre chance, pourquoi ? Pour enfin exposer tout ça. Les yeux de Maya brillaient de conviction. J'ai des relevés bancaires montrant des transferts massifs de Nouveaux Horizons vers des comptes offshore. Des documents fiscaux qui ne collent pas. Mais j'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur pour m'aider à relier les points. Delphine réfléchit attentivement. Les journalistes pouvaient être des alliés ou des ennemis. Mais quelque chose dans l'intensité de Maya
lui rappelait elle-même 20 ans plus tôt. Quel est votre angle pour cette histoire? La vérité. Comment un flic raciste et une machine corporative détruisent des vies noires pour le profit? Maya se pencha en avant. J'ai grandi en voyant mes parents immigrés harcelés par la police, ciblés par des entreprises prédatrices. Ce n'est pas juste une histoire pour moi. Après un long moment, Delphine hocha la tête. Je ne peux pas être votre source officielle. Mais je connais peut-être des gens qui peuvent vous aider à suivre l'argent. C'est tout ce dont j'ai besoin. Maya sourit. Et j'ai peut-être quelque chose pour vous, aussi. Vous avez déjà entendu parler de la Coalition pour la justice? 2 heures plus tard, elles étaient assises dans la salle de réunion exiguë d'un centre communautaire. Le révérend Marc Grenier, un grand homme aux tempes grisonnantes, étala des photos sur la table. Celles-ci datent juste des 3 derniers mois. Toutes des arrestations abusives par Reynaud et son équipe. Autour d'eux se trouvaient d'autres leaders communautaires, des enseignants, des propriétaires de petites entreprises, des militants. Chacun avait des histoires sur Reynaud. Chacun avait rassemblé des preuves. Nous avons tout documenté, dit Liz Chen, une enseignante locale. Vidéos, témoignages, dossiers médicaux de personnes que Reynaud a brutalisées, mais chaque plainte est enterrée. Le comité d'examen de la police est inutile, ajouta Jérôme Wilson, qui possédait un salon de coiffure près du centre commercial. Ils sont tous dans la poche de Boisvert. Maya prenait des notes rapides pendant que Delphine examinait les preuves. Des dizaines de déclarations sous serment décrivaient le même schéma. Fausses accusations, arrestations violentes, pression pour accepter des plaidés coupables. Cette femme, le révérend Grenier pointa une photo, mère célibataire de 3 enfants. Reynaud a prétendu qu'elle l'avait agressée lors d'un contrôle routier. Maintenant, elle paie 300 € par mois en frais de probation. Elle a dû prendre un 2e emploi. Ils ont menacé de lui prendre ses enfants si elle contestait les accusations, ajouta Lise à voix basse. Les mains de Delphine se serrèrent. Pourquoi ces histoires ne sont-elles pas sorties avant? La peur, dit simplement Jérôme. Reynaud fait des exemples de ceux qui parlent, des contrôles routiers étranges, des violations soudaines du code du bâtiment, des enfants qui se font harceler à l'école. Mais nous avons gardé des dossiers, dit le révérend Grenier, en attendant que quelqu'un ayant le pouvoir de faire quelque chose agisse. Il regarda Delphine d'un air entendu. Maya prit la parole. Avec ces déclarations et mes documents financiers, nous pourrions monter un dossier solide. Le Hérault le publierait. Il faudrait plus qu'un seul article, avertit Delphine. La famille Boisvert a des armées d'avocats. Alors nous écrirons une série, dit fermement Maya. Nous suivrons chaque piste, nous montrerons jusqu'où cela va. Ils passèrent une autre heure à planifier, à assembler les pièces du puzzle. Les militants avaient des années de documentation. Maya avait l'expertise financière. Delphine avait une connaissance interne des procédures policières. Nous devons agir avec prudence, avertit Delphine, alors qu'il concluait. Ces gens ne se laisseront pas faire sans se battre. C'est pourquoi nous devons frapper fort et vite, argua Maya. Une fois que la première histoire sortira, d'autres se manifesteront. La nuit était tombée lorsque Delphine arriva dans son allée. Les révélations de la journée pesaient lourdement. Tant de vies affectées, tant de preuves ignorées. Elle savait que le racisme existait dans le service. Mais ce niveau d'exploitation organisée la choquait même elle. Le lampadaire de son Porsche vacilla alors qu'elle s'approchait de sa porte d'entrée. La boîte aux lettres était pleine à craquer, débordant sur le sol. Étrange, le courrier avait déjà été livré ce matin. En ramassant les enveloppes éparpillées, son estomac se noua. Pas d'adresse de retour, pas de cachet de la poste. Livré en main propre. À l'intérieur, elle les étala sur la table de sa cuisine. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant la première. Un dessin grossier d'un pendu. En dessous, des mots découpés dans des magazines. « Occupe-toi de tes affaires ». La suivante contenait des photos, des clichés de surveillance d'elle quittant sa maison, faisant ses courses, rencontrant Clara. Quelqu'un l'avait suivie. D'autres lettres se déversèrent. Des insultes raciales,
à l'écriture déchiquetée, des menaces contre sa famille, des photos de l'école de sa nièce. La dernière enveloppe contenait une seule photo. Delphine se faisant arrêter au centre commercial. Quelqu'un avait dessiné un viseur sur son visage. Elle s'assit lourdement sur sa chaise de cuisine, le courrier haineux l'entourant comme des confettis toxiques. Ils essayaient de la réduire au silence par la peur, comme ils en avaient effrayé tant d'autres. Mais ils avaient commis une erreur. Delphine Cartier ne s'effrayait pas facilement. Et maintenant, elle avait la preuve qu'ils étaient assez inquiets pour la menacer. Elle rassembla soigneusement les lettres, préservant toute preuve potentielle. Demain, elle les montrerait à Maya et à la coalition. Laissez-les documenter un exemple de plus d'intimidation. Les menaces signifiaient qu'elle était sur la bonne voie, et elle n'était plus seule. Le lendemain matin, Delphine traversa le couloir du commissariat, le courrier haineux brûlant un trou dans sa mallette. Elle avait besoin de quelqu'un de plus haut placé de son côté. La porte du bureau du lieutenant Harris était ouverte, et elle pouvait le voir en train d'examiner des rapports à son bureau. « Tu as une minute, Marc ?» demanda-t-elle en frappant légèrement au cadre de la porte. Harris leva les yeux avec son sourire facile caractéristique. « Pour toi ?»« Toujours, capitaine. » Il désigna le fauteuil en face de lui. « Ferme la porte. » Delphine s'installa dans le fauteuil, étudiant le visage de son vieil ami. Elle connaissait Mark Harris depuis 15 ans, avait travaillé sur d'innombrables affaires ensemble. Il avait soutenu sa promotion au grade de capitaine, l'avait défendu lorsque d'autres mettaient en doute son leadership. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-elle en sortant les lettres de menace. « C'était dans ma boîte aux lettres hier soir. » L'expression de Harris s'assombrit en examinant le courrier haineux. Sa mâchoire se serra à la vue de la photo avec le viseur. « Mon Dieu, Delphine, as-tu signalé ça ?»« À qui ?» Elle se pencha en avant. « Marc, c'est plus profond que juste Renault et cet incident au centre commercial. J'ai creusé et il y a un schéma. Des arrestations abusives, des plaidés coupables forcés, tout ça alimente cette arnaque de probation privée. C'est une accusation grave. » Harris posa les lettres avec précaution. « Tu as des preuves ? » ?»« Je suis en train de les rassembler. J'ai des déclarations de victimes, des dossiers financiers montrant des paiements suspects. Et maintenant, ces menaces. » Elle tapa sur les lettres. « Quelqu'un a assez peur pour essayer de m'intimider. » Harris se frotta les tempes. « Écoute, tu sais que je t'ai toujours soutenu. Mais ce genre d'enquête, ça pourrait ébranler tout le service. Il a besoin d'être ébranlé. » La voix de Delphine se durcit. « Tu as vu comment Renault opère. Combien de plaintes nous avons enterrées. Ce n'est pas juste une histoire de flics véreux, c'est de l'exploitation systématique. Je t'entends. » Harris se leva, faisant les 100 pas derrière son bureau. « Tu as raison. Il faut enquêter. Mais il faut être malin. » Il se tourna pour lui faire face. « Laisse-moi t'aider. Je peux discrètement tâter le terrain, voir qui d'autre pourrait être prêt à se manifester. » Un soulagement inonda Delphine. « Merci, Marc. Je savais que je pouvais compter sur toi. »« Toujours. » Il sourit chaleureusement. « Juste, fais attention à toi, d'accord ? Peut-être reste chez de la famille quelques jours, jusqu'à ce qu'on découvre qui a envoyé ces menaces. »« Je ne me cache pas, » dit fermement Delphine. « C'est ce qu'ils veulent. » Têtu comme toujours. Harris secoua la tête avec affection. « Au moins, laisse-moi assigner une voiture de patrouille pour passer régulièrement devant chez toi. Je peux me débrouiller. » Delphine rassembla les lettres. « Mais merci. Ça aide de savoir que tu es dans mon camp. On veille les uns sur les autres, » l'assura Harris. « Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. » Le reste de la journée de Delphine passa dans un flou de tâches routinières et de collecte de preuves minutieuses. Elle fit des copies des documents clés, les stocka dans des endroits sécurisés. Trop de dossiers avaient tendance à disparaître dans ce genre d'affaires. Il était plus de minuit quand elle rentra enfin chez elle. La rue était calme, les criquets chantant dans l'air chaud de l'été. Elle se gara dans son allée, des lumières automatiques illuminant sa place de parking habituelle. L'éblouissement intense révéla des lettres rouges de colère peintes à la bombe sur le capot
et les portières de sa voiture. Traîtresse. Delphine se figea, les clés à la main. La peinture était encore fraîche, coulant sur la peinture blanche de sa berline. Son esprit s'emballa. Le moment, le message. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. Elle balaya rapidement son environnement du regard, sa main se déplaçant instinctivement vers son étui. Rien ne bougeait dans l'ombre. Quiconque avait fait ça était parti depuis longtemps. Avec des doigts tremblants, elle prit des photos des dégâts. Puis elle remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Les vandales avaient gravé un message dans la peinture avec une clé. « Tiens ta langue, capitaine ». Seul quelqu'un du service pouvait connaître son grade. Seul quelqu'un de l'intérieur pouvait savoir qu'elle enquêtait. Elle pensa à toutes les personnes à qui elle avait parlé de l'affaire. Maya, les membres de la coalition, Clara, Harris. Sa conversation avec Harris lui revint en mémoire. Il avait proposé de tâter le terrain, demander qui d'autre était au courant de son enquête. « Merde !» murmura-t-elle. Elle lui avait tout donné, les preuves qu'elle avait trouvées, les noms des témoins potentiels. S'il travaillait avec Renaud. À l'intérieur de sa maison, Delphine s'effondra sur une chaise de cuisine. Son insigne était posé sur la table où elle l'avait laissé ce matin. Le bouclier doré capta la lumière, projetant des ombres sur le mur. 20 ans. Elle avait porté cet insigne pendant 20 ans, croyait en ce qu'il représentait, avait défendu le service contre les accusations de racisme systémique, se convainquant que le changement viendrait de l'intérieur. Maintenant, elle regardait le symbole de tout ce à quoi elle avait consacré sa vie, et se demandait si la pourriture allait jusqu'au cœur, s'il restait quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. L'insigne se brouilla, alors que des larmes de rage et de trahison menaçaient de couler. Elle les repoussa. Pas le temps de s'apitoyer. Elle avait des décisions à prendre. Ne faire confiance à personne dans le service. Tout documenter. Monter le dossier discrètement jusqu'à avoir des preuves irréfutables. Les vandales avaient rendu une chose très claire. Elle était seule à l'intérieur de ces murs. Son insigne brillait d'un éclat accusateur dans la pénombre de la cuisine. Le poids de 20 ans s'abattit sur ses épaules, alors qu'elle faisait face à la possibilité que l'institution en laquelle elle avait cru était devenue la chose même qu'elle avait juré de combattre. Le lendemain matin, le téléphone de Delphine vibra avec un SMS urgent de Maya. « Faut qu'on se voie. Grosse avancée. Endroit habituel. » 21 minutes plus tard, Delphine était assise dans la banquette du fond du café de Jerry, sirotant un café qui avait refroidi. Le petit restaurant était presque vide, juste quelques habitués dispersés au comptoir. La cloche au-dessus de la porte sonna lorsque Maya entra en trombe, son sac en bandoulière serré contre elle. « Désolé, je suis en retard », dit Maya en se glissant dans la banquette. Ses yeux balayèrent le café avant de se pencher en avant. « Mais tu vas vouloir voir ça ?» Maya sortit une enveloppe en carton en prenant soin de la garder sous le niveau de la table. « Tu te souviens de cette source que j'ai mentionnée ? Celle à l'intérieur de la direction du centre commercial. » Elle fit glisser l'enveloppe vers Delphine. Elle a tenu parole. Et pas qu'un peu. Delphine ouvrit l'enveloppe avec précaution, en sortant plusieurs feuilles de papier à en-tête d'entreprise. Ses yeux s'écarquillèrent en parcourant la première page. C'est Tatunti, des mémos internes, des réunions du conseil d'administration du centre commercial, termina Maya, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Datant de 18 mois. Regarde la page 3. Delphine tourna à la page indiquée. Le mémo détaillait des initiatives de prévention des pertes, le jargon d'entreprise pour les protocoles de sécurité. Mais en lisant plus loin, ses mains se mirent à trembler. Le document exposait des instructions explicites pour que la sécurité cible les données démographiques à haut risque. Un voile mince pour le profilage racial. Il incluait des citations de réunions où les membres du conseil discutaient de la coordination avec la police locale pour maximiser les opportunités de répression. Il travaillait directement avec Renaud, expliqua Maya en tapotant une section surlignée. Le conseil a approuvé des primes pour le personnel de sécurité en fonction du nombre d'arrestations.
Il savait exactement ce qu'il faisait. Delphine lut plus loin. Le mémo détaillait comment les arrestations alimenteraient le système de probation privée. Une société appelée Service de supervision Nouveaux Horizons. La société mère du centre commercial en détenait une participation majoritaire. Tout est là, souffla Delphine. Toute la filière. Ils ne se contentaient pas de permettre le profilage racial, ils l'encourageaient, le transformaient en profit. Maya hocha la tête d'un air sombre. Chaque arrestation abusive signifiait une autre personne forcée d'entrer dans leur programme de probation. Frais mensuels, cours de réhabilitation obligatoires, tout cela ramenant de l'argent aux mêmes intérêts corporatifs. « Comment as-tu obtenu ça ?» demanda Delphine en remettant soigneusement les papiers dans l'enveloppe. « Ma source travaille à la comptabilité de l'entreprise. Ils ont tout documenté, attendant que quelqu'un enquête. » Les yeux de Maya brillèrent. Quand ils ont vu les vidéos de ton arrestation devenir virales, ils ont su que c'était le moment. Delphine se renversa, son esprit s'emballant. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. La preuve d'une coordination entre la police et les intérêts corporatifs. La preuve d'un ciblage intentionnel des clients noirs. Personne ne pourrait rejeter cela comme quelques brebis galeuses ou des incidents isolés. Nous devons protéger ça, dit fermement Delphine. Et ta source, une fois que ça sortira? Déjà géré, l'assura Maya. Ils ont tout documenté, sauvegardé les fichiers. Plusieurs copies dans des endroits sécurisés. Malin. Delphine glissa l'enveloppe dans sa veste. Je vais scanner ça ce soir, créer des sauvegardes numériques. Mais nous devons agir avec prudence. Après ce qui est arrivé à ma voiture, tu penses que quelqu'un dans le service travaille avec eux? Je sais qu'ils le font. La voix de Delphine était dure. Lieutenant Harris, je lui ai fait confiance. Je lui ai parlé de l'enquête. Le lendemain, ma voiture est vandalisée avec un avertissement que seul quelqu'un de l'intérieur saurait laisser. L'expression de Maya s'assombrit. Alors nous gardons ça entre nous. Personne d'autre ne saura pour ces documents jusqu'à ce que nous soyons prêts à rendre ça public. D'accord. Delphine vérifia sa montre. Je dois mettre ça en lieu sûr. Ensuite, nous planifierons notre prochaine action. Elles se séparèrent à l'extérieur du café. Maya se dirigeant vers le bureau du journal, tandis que Delphine rentrait chez elle, l'enveloppe en sécurité dans sa veste. Sa main la touchait sans cesse pendant le trajet, se rassurant qu'elle était réelle. À la maison, Delphine alla directement à son bureau. Le lourd bureau en bois avait appartenu à son père. Du chêne massif, avec un compartiment caché dans le tiroir du bas. Elle y plaça soigneusement l'enveloppe, puis verrouilla le tiroir avec une clé qu'elle portait autour de son cou. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose comme de l'espoir. Le poids de l'isolement et de la trahison s'allégea légèrement. Ils avaient des preuves maintenant, pas seulement des témoignages ou des preuves circonstancielles, mais une documentation directe du complot. Delphine se prépara à dîner, goûtant réellement la nourriture pour une fois, au lieu de simplement faire les gestes. Elle vérifia ses caméras de sécurité, une habitude maintenant, mais la rue était calme. Pas de véhicules suspects, pas d'autres vandales dans la nuit. Plus tard, alors qu'elle se préparait à se coucher, Delphine se permit d'imaginer la suite. La conférence de presse où il révélerait tout. Les regards sur les visages des dirigeants du centre commercial, de Renault, de Harris, tous réalisant que leur combine était exposée. Les victimes voyant enfin la justice. Elle éteignit les lumières, la maison s'installant dans ses craquements et bourdonnements familiers. Le tiroir du bureau était bien fermé, la clé en sécurité autour de son cou. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, le sommeil vint facilement. Demain, il commencerait à planifier comment divulguer les preuves. Mais ce soir, Delphine pouvait se reposer, sachant qu'ils avaient enfin ce dont ils avaient besoin. La vérité éclaterait. La justice serait rendue. Le mémo était leur clé pour faire tomber tout le système corrompu. Alors que Delphine s'endormait, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La fin était enfin en vue. Delphine se réveilla tôt,
pleine d'énergie après la percée de la veille. Elle se versa son café du matin et envoya un SMS à Maya. Prête à planifier les prochaines étapes? Pas de réponse. 1 heure plus tard, toujours rien. Inhabituel pour Maya, qui répondait généralement en quelques minutes. Delphine essaya d'appeler. Directement sur la messagerie vocale. Elle laissa un message, essayant de garder un ton désinvolte. « Salut, je te contacte juste au sujet de notre discussion d'hier. Appelle-moi quand tu peux. » À midi, l'anxiété lui rongeait l'estomac. Elle avait envoyé 3 autres SMS, appelé 2 fois. Le silence de Maya était assourdissant. Delphine examinait des dossiers à son bureau lorsque son téléphone vibra. Alerte info. Sa tasse de café s'écrasa sur le sol alors qu'elle lisait le titre. Une journaliste locale hospitalisée après une violente agression. L'article se chargea avec une lenteur angoissante. Il y avait la photo de Maya. La journaliste d'investigation Maya Lopez a été retrouvée inconsciente tôt ce matin. Delphine attrapa ses clés, les mains tremblantes. Le trajet jusqu'à l'hôpital central sembla interminable. Chaque feu rouge, une éternité. Son esprit s'emballait de possibilités, chacune pire que la précédente. C'était de sa faute. Elle avait entraîné Maya dans ce pétrin. Le hall de l'hôpital était bondé de journalistes. Delphine brandit son insigne, se frayant un chemin jusqu'au bureau d'information. « La chambre de Maya Lopez. Vous êtes de la famille ?» demanda la réceptionniste. « Capitaine de police. C'est un témoin dans une enquête en cours. » Le mensonge vint facilement, nécessaire. Chambre 412. L'ascenseur semblait ramper entre les étages. La culpabilité de Delphine grandissait à chaque seconde. Elle aurait dû savoir qu'il ciblerait Maya. Aurait dû mieux la protéger. La porte de la chambre 412 était ouverte. Maya était allongée dans le lit d'hôpital, le visage contusionné, le bras gauche dans un plâtre. Malgré tout, ses yeux s'illuminèrent quand elle vit Delphine. « Tu as une sale tête !» croassa Maya. « Moi ?» Delphine s'approcha du chevet. « C'est toi qui es en blouse d'hôpital. Tu devrais voir l'autre. » Maya essaya de sourire mais grimaça. « Que s'est-il passé ?» demanda Delphine en tirant une chaise. « Je marchais vers ma voiture après le travail. Quelqu'un m'a attrapé par derrière. » La voix de Maya était rauque. Du travail de pro. Savait exactement comment blesser sans tuer. Les poings de Delphine se serrèrent. « As-tu vu son visage ?» Maya jeta un coup d'œil à la porte, puis baissa la voix. « Mieux. J'ai vu autre chose. Quand ils m'ont jeté par terre, sa veste s'est relevée. Du chrome a brillé à sa hanche. » Delphine se sentit glacée. « Un insigne ?» Maya hocha légèrement la tête. « Un insigne réglementaire. Le même que le tien. » La confirmation frappa Delphine comme un coup physique. Un des siens avait fait ça. Quelqu'un qu'elle croisait peut-être tous les jours dans les couloirs du commissariat. « Je suis tellement désolée, » murmura Delphine. « Je n'aurais jamais dû. Ne fais pas ça. » La main valide de Maya serra le poignet de Delphine avec une force surprenante. « Ça prouve qu'on tient quelque chose de gros. Ils ont peur. »« Ils devraient avoir peur de moi maintenant, » gronda Delphine. « Bien. » Maya bougea, grimaçant. « Parce que je n'arrête pas, toi non plus. » Une infirmière apparut à la porte. « Madame Lopez a besoin de repos. »« 5 minutes de plus, » plaida Maya. L'infirmière fronça les sourcils mais hocha la tête. Une fois de nouveau seule, Maya parla d'urgence. « Le mémo est en sécurité, n'est-ce pas? Enfermé dans mon bureau à la maison. Je vais commencer à faire des copies aujourd'hui. »« Bien. »« Parce que ça... » Maya désigna ses blessures. « Signifie qu'on est proche. Il ne risquerait pas d'attaquer une journaliste s'il n'était pas désespéré. » Delphine se leva. « Repose-toi. Je passerai te voir demain. »« Sois prudente, » lança Maya alors que Delphine atteignait la porte. « Ils savent qu'on a quelque chose. » Le trajet de retour fut un tourbillon de rage et d'inquiétude. L'esprit de Delphine ne cessait de rejouer les mots de Maya. Un insigne du service. Quelqu'un avec qui elle travaillait avait fait ça. La trahison la brûlait profondément. Elle se gara dans son allée, alors que le coucher du soleil peignait le ciel d'orange.
Quelque chose n'allait pas avant même qu'elle n'atteigne la porte d'entrée. Une subtile anomalie dans l'air. La porte était verrouillée, mais cela ne signifiait rien. Delphine sortit son arme de service non réglementaire, entrant avec précaution. Le salon était intact, la cuisine normale. Mais en approchant de son bureau, elle le vit. La porte légèrement entr'ouverte, alors qu'elle la gardait toujours fermée. Le cœur battant, Delphine poussa la porte. La pièce était un désastre. Des livres jetés des étagères, des papiers éparpillés, et le bureau de son père. Le lourd tiroir en chêne avait été forcé, la serrure éclatée. Delphine se précipita, sachant déjà ce qu'elle allait trouver. Le compartiment caché béait, vide. L'enveloppe en carton contenant leurs preuves avait disparu. Delphine s'effondra sur sa chaise, l'ampleur de la perte la frappant. Leurs preuves. La documentation qui aurait pu tout exposer. Tout avait disparu. Elle pensa à Maya allongée dans ce lit d'hôpital, battue mais invaincue. À toutes les victimes de cette combine qui comptaient sur elle, même si elle ne le savait pas encore. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. La prochaine fois, ce ne sera pas seulement la journaliste. Delphine fixa le message, ses mains tremblant de fureur. Il pensait que ça l'arrêterait, que voler des preuves et attaquer son ami la ferait reculer. Il ne la connaissait pas du tout. Elle composa le 17, signalant l'effraction. Mais elle savait déjà quelle serait la réponse. Un rapport de routine. Pas de véritable enquête. Le système protégeant les siens. En attendant l'arrivée des patrouilleurs, Delphine regarda son bureau violet. Le bureau que son père lui avait donné, maintenant cassé. Les restes épars de son enquête. Ils avaient pris le mémo, mais ils ne pouvaient pas lui prendre sa détermination. Ni le courage de Maya, ni la vérité de ce qu'elles avaient découvert. Le matin après l'effraction, Delphine était assise à sa table de cuisine, fixant la convocation officielle de l'inspection générale. Le papier de couleur crème semblait lourd dans ses mains, chaque mot un coup de marteau. Suspension immédiate. En attente d'enquête. Allégation de faute professionnelle. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des alertes d'information apparaissaient sans cesse, chaque titre pire que le précédent. Une capitaine de police controversée prétend à un complot. Des sources affirment que l'officier suspendu montre des signes d'instabilité. La vendetta d'une capitaine de police contre la sécurité d'un centre commercial soulève des questions. Delphine cliqua sur un article, sa mâchoire se crispant à la lecture. Des sources au sein du service décrivent le comportement récent de la capitaine Cartier comme erratique et vindicatif. L'obsession apparente de l'officier décoré à prouver la discrimination au centre commercial Boisvert inquiète ses collègues. « Mensonge », murmura-t-elle en fermant le navigateur. Mais le mal était fait. Il la dépeignait comme la femme noire en colère, transformant son indignation justifiée en quelque chose de dangereux et d'irrationnel. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre numéro inconnu. « J'espère que tu crèveras, poulet. » Elle en avait reçu des dizaines, comme celui-ci depuis la veille. Certains étaient créatifs dans leur haine. D'autres, de simples menaces de mort. Delphine se leva et tira les stores plus fermement, bien qu'il soit à peine midi. L'obscurité semblait plus sûre d'une manière ou d'une autre. Elle avait déjà inspecté l'appartement 2 fois à la recherche de micros, vérifié toutes les fenêtres et les portes. Paranoïaque? Peut-être. Mais après ce qui était arrivé à Maya, après l'effraction, la télévision bourdonnait en arrière-plan. Un présentateur de nouvelles locales discutant de sa situation avec une fausse préoccupation. Des sources disent que les affirmations de la capitaine Cartier sur une discrimination systématique semblent infondées, découlant peut-être de griefs personnels. Delphine attrapa la télécommande, l'éteignant avec des mains tremblantes. Le silence était préférable à leur mensonge. Son insigne et son arme étaient posés sur la table basse, rendue ce matin-là à l'inspection générale. 20 ans de service, réduits à un morceau de métal et une arme qu'elle ne pouvait plus porter. La vue lui retourna l'estomac. Son téléphone sonna,
Sa sœur, cette fois. Delphine laissa tomber sur la messagerie vocale. Que pouvait-elle dire? Qu'elle allait bien. Que tout s'arrangerait. Les mensonges lui resteraient en travers de la gorge. Elle fit les 100 pas dans l'appartement, se sentant en cage. Les murs semblèrent se refermer à chaque passage. Chaque ombre recelait des menaces potentielles. Chaque son inattendu la faisait sursauter. Un hélicoptère de presse vrombissait au-dessus. Il tournait autour de son immeuble toute la matinée, espérant apercevoir la capitaine controversée. Delphine s'écarta des fenêtres, bien que les stores fussent déjà bien tirés. Son ordinateur portable sonna avec de nouvelles notifications de courriel. Du syndicat de police. À la lumière des récents événements. De son superviseur. Déçu ne commence même pas à décrire. D'un compte anonyme. Tu aurais dû te taire. Elle referma l'ordinateur portable d'un coup sec. L'écran avait commencé à se brouiller de toute façon, ses yeux brûlant de larmes de frustration qu'elle refusait de laisser couler. La sonnette retentit, la faisant sursauter. Delphine s'approcha avec précaution, vérifiant par le Judas. Son cœur rata un battement. Chloé se tenait dans le couloir, son sac à dos sur une épaule. Delphine ouvrit la porte, faisant rapidement entrer sa nièce. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à l'école. »« Demi-journée, » dit Chloé en laissant tomber son sac à dos. Sans hésiter, elle enlaça sa tante dans une étreinte féroce. « Et il fallait que je te voie. » Delphine se raidit d'abord, puis fondit dans l'étreinte. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle en avait besoin. Un simple contact humain de quelqu'un qui ne la voyait pas comme une menace ou un échec. « Maman s'inquiète, » dit Chloé, la serrant toujours fort. « Elle a essayé de t'appeler. »« Je sais. » Delphine se recula, étudiant le visage de sa nièce. « C'est juste que je ne peux parler à personne en ce moment. Pas avec tout ça. Tu veux dire tous les mensonges qu'il raconte ?» Le jeune visage de Chloé se durcit de colère. « On sait que ce sont des mensonges. Tatidé. Tout le monde à l'école le sait aussi. » Elle sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. « Regarde ça. » La vidéo se chargea, les images du centre commercial. Delphine essaya de détourner le regard, ne voulant pas revivre cette humiliation, mais Chloé insista. « Non, regarde le nombre de vues. » Le nombre mit un moment à s'enregistrer, 5,2 millions de vues. La section des commentaires était inondée. Voilà à quoi ressemble le racisme systémique. La capitaine Cartier est une héroïne pour s'être dressée. « Nous sommes avec vous, capitaine. » « Ce n'est pas seulement la vidéo, » dit Chloé avec excitation. Les gens partagent leurs propres histoires. Sur l'agent Renault, sur la sécurité du centre commercial, sur tout le système corrompu. Tu as lancé quelque chose? T'as idée? Delphine s'effondra sur le canapé, submergée. Ils disent toujours que je suis instable, que j'invente tout. Et alors? Chloé s'assit à côté d'elle, une détermination féroce sur son jeune visage. La vérité est là maintenant. Les gens regardent, ils écoutent, et ils sont en colère, pas contre toi, mais contre eux. Chloé afficha une autre page, un groupe sur les réseaux sociaux avec des milliers de membres, tous partageant des expériences similaires au centre commercial Boisvert. Des histoires de harcèlement, de fausses arrestations, de plaidés coupables forcés. Tu vois? Chloé serra la main de sa tante. Tu n'es pas seule, et tu n'es pas folle. Tu es la seule assez courageuse pour leur tenir tête. Pour la première fois depuis des jours, Delphine ressentit autre chose que du désespoir. Une petite étincelle d'espoir, ravivée par la foi inébranlable de sa nièce et la preuve que l'opinion publique était en train de changer. « Quand es-tu devenue si sage ?» demanda-t-elle en réussissant un petit sourire. « J'ai appris de la meilleure. » Chloé la serra à nouveau dans ses bras. « Tu m'as toujours appris à défendre ce qui est juste, quoi qu'il arrive. C'est ce que tu fais maintenant. Et nous sommes tous avec toi. » Le soleil de l'après-midi tapait sur la foule grandissante à l'extérieur du centre commercial Boisvert. Delphine se tenait parmi les manifestants, une casquette de baseball enfoncée sur les yeux, regardant avec étonnement des centaines de voix s'élever ensemble.
Justice pour Cartier. Justice pour Cartier. Des pancartes flottaient au-dessus de la mer de Jean. Stop au profilage racial. Fin à la corruption policière. Nous sommes avec la capitaine Cartier. La gorge de Delphine se serra. Quelques jours auparavant, elle s'était sentie complètement seule. Maintenant, des inconnus exigeaient la justice en son nom. La foule s'étendait sur toute la façade du centre commercial, obligeant les clients à se faufiler entre les lignes de protestation pour entrer. La sécurité du centre commercial se blottissait nerveusement derrière les portes vitrées, communiquant par radio. Quelques officiers en uniforme se tenaient à distance, l'air mal à l'aise. Aucun d'eux ne la reconnut dans la foule. « Voilà à quoi ressemble la solidarité », dit une femme âgée à côté de Delphine, ses cheveux gris couronnés d'une casquette « Black Lives Matter ». Il pensait pouvoir vous faire taire, capitaine. Mais nous sommes votre voix maintenant. Delphine hocha la tête, ne se sentant pas capable de parler. La femme lui serra le bras et continua son chemin, sans jamais réaliser qu'elle venait d'encourager la personne même qu'ils étaient tous là pour soutenir. Un groupe d'adolescents près du front commença un nouveau slogan. « Montrez la vérité. Montrez la vérité. » Le rythme se propagea dans la foule comme une traînée de poudre. Delphine le sentit dans sa poitrine, chaque battement correspondant à son cœur. L'énergie était électrique, crépitant de colère juste et d'espoir. « Capitaine Cartier ?» Delphine se tourna vers la voix calme derrière elle. Une adolescente noire se tenait là, son téléphone serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés de reconnaissance. « Je m'appelle Tiana », dit rapidement la jeune fille. « Tiana Brooks. J'ai filmé la vidéo de ce qu'ils vous ont fait. » Les yeux de Delphine s'écarquillèrent. Elle avait vu les images virales des dizaines de fois, mais n'avait jamais su qui les avait capturées. « Merci, » dit-elle doucement. « Votre vidéo a montré la vérité aux gens. » Tiana regarda nerveusement autour d'elle. « Pas toute la vérité. Pas encore. J'ai plus d'images, d'avant qu'il ne vous attrape. » Elle attira Delphine à l'écart, loin de la foule principale, et leva son téléphone. « J'ai commencé à filmer dès que j'ai vu l'agent Renault entrer dans le centre commercial. Quelque chose n'allait pas dans la rapidité avec laquelle il est arrivé. La vidéo se lança. Delphine regarda Renault traverser le centre commercial d'un pas décidé, se dirigeant clairement vers la boutique. Mais ces images commençaient près de 5 minutes avant la confrontation, avant que toute accusation ne soit faite. « Regardez », pointa Tiana. Dans le cadre, Renault s'arrêta à l'entrée de la boutique. Il se pencha près de la gérante, Linda, lui chuchotant quelque chose. Linda hocha la tête, son expression se durcissant. Puis Renault recula, hors de vue, et attendit. Moins d'une minute plus tard, Delphine entra dans le magasin sur les images. « Il a tout manigancé », souffla Delphine. « Il a orchestré le tout avant même que j'entre. » Tiana hocha vigoureusement la tête. « Je l'ai surpris en train de faire la même chose le mois dernier avec mon cousin. Mais personne ne nous a cru à l'époque. Quand je l'ai vu se diriger vers ce magasin, je savais que quelque chose allait se passer. Je ne savais juste pas que ce serait vous qu'il ciblait. Pourquoi n'as-tu pas diffusé cette partie avant ? » « J'avais peur, » admit Tiana. « Renault a des amis partout. Mais voir tous ces gens ici aujourd'hui… » Elle désigna la foule. « Je ne peux plus me taire. Ça prouve qu'il a tout planifié. Il vous a profilé avant même que vous n'entriez dans le magasin. » L'esprit de Delphine s'emballa. Les images non montées étaient accablantes. Elles montraient une préméditation claire, détruisant toute affirmation selon laquelle la confrontation était née naturellement d'un comportement suspect. « Je ne suis pas la seule à avoir des vidéos non plus, » continua Tiana. « Je tiens d'une chaîne YouTube sur la responsabilité de la police. Les gens m'envoient des clips depuis des mois. Renault faisant la même chose encore et encore. Toujours dans ce centre commercial, ciblant toujours les clients noirs. Les slogans de la foule devinrent plus forts. « Pas de justice, pas de paix. » Tiana toucha le bras de Delphine. « Mes abonnés veulent t'aider. On peut diffuser ça partout. Mais il faut une voix, votre voix. Les gens vous font confiance.
Vous êtes la preuve que même les officiers noirs ne sont pas à l'abri de cette corruption. » Delphine fixa la manifestation, son esprit tourbillonnant de possibilités. La vidéo non montée, les déclarations des témoins que Maya avait recueillies, les dossiers financiers reliant le centre commercial au système de probation. Et maintenant, une armée de jeunes militants prêts à amplifier la vérité. « Ils ne peuvent pas nous faire taire tous », dit fermement Tiana. « Pas si nous sommes unis. » Une camionnette de presse se gara sur le trottoir, un journaliste et un caméraman en sortant. La foule s'avança, désireuse d'être entendue. Delphine regarda le journaliste s'installer, son cœur battant. Elle avait des preuves maintenant, des preuves réelles, indéniables. Mais plus importante encore, elle avait des témoins, des alliés, un mouvement qui se construisait derrière elle. Les voix des manifestants enflèrent. « Que voulons-nous? La justice. Quand la voulons-nous? Maintenant. » La sécurité du centre commercial appelait des renforts. D'autres voitures de police arrivèrent, des officiers formant une ligne entre les manifestants et l'entrée. Tiana leva son téléphone. La vidéo accablante, prête à être partagée. « Que voulez-vous faire, capitaine ?» Delphine redressa les épaules, puisant sa force dans l'énergie de la foule. La vérité était là, dans la main de Tiana. Tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était le bon moment pour la révéler. Un moment assez grand pour qu'il ne puisse plus jamais enterrer l'histoire. Les lumières fluorescentes du service de convalescence de l'hôpital central projetaient des ombres dures sur le visage contusionné de Maya. Elle était allongée, soutenue par des oreillers dans son lit d'hôpital, son bras gauche dans un plâtre, mais ses yeux brillaient de la même détermination féroce dont Delphine se souvenait. « Tu devrais te reposer, » dit Delphine en s'installant sur la chaise à côté du lit. Les protestations devant le centre commercial Boisvert résonnaient encore dans son esprit. Maya s'ajusta avec une grimace. « Je ne peux pas me reposer, pas quand j'ai quelque chose d'aussi gros. » Elle jeta un coup d'œil à la porte, avant de baisser la voix. « Tu te souviens que je t'ai dit que mon agresseur avait un insigne ?» Delphine hocha la tête, se penchant plus près. « Eh bien, il a été négligent. » Une pointe de satisfaction traversa le visage de Maya. « Pendant l'agression, mon téléphone est tombé. Il l'a ramassé, pensant probablement que je l'avais enregistré. Mais il ne connaissait pas mes mesures de sécurité de secours. Que veux-tu dire ?» La main valide de Maya attrapa son ordinateur portable sur la table de chevet. « Je suis une journaliste en 2024. Tu crois que je n'ai pas de logiciel de suivi ?» Au moment où il a allumé mon téléphone, il a commencé à tout télécharger sur mon stockage cloud. Y compris, elle ouvrit un dossier, tous les fichiers de son téléphone. Les yeux de Delphine s'écarquillèrent. « Tu as piraté le téléphone d'un policier ?» Techniquement, il s'est piraté lui-même en se connectant à mon appareil. Et devine à qui appartenait ce téléphone? Maya tourna l'écran vers Delphine. À l'agent James Martinez, le partenaire de Renault. Delphine parcourut les documents qui remplissèrent l'écran. Des feuilles de calcul, des relevés bancaires, des chaînes d'emails. Ses mains se mirent à trembler en lisant. « Tout est là, » dit Maya. Chaque paiement de la société mère du centre commercial Boisvert au service de supervision Nouveaux Horizons. Chaque pot de vin aux fonctionnaires de la ville qui ont approuvé les contrats. Regarde les dates, elles coïncident parfaitement avec le pic des arrestations. Delphine fit défiler les emails entre Renault et Charles Valois, le PDG du centre commercial. Ils discutaient de quotas et de données démographiques cibles avec une cruauté désinvolte. Un autre fil montrait des conversations avec le juge Harrison, qui présidait la plupart des affaires liées au centre commercial, discutant de la manière d'accélérer les plaidés coupables. Il n'essaie même pas de le cacher, marmonna Delphine. Il pensait que personne ne verrait jamais ça. Il y a plus. Maya afficha un autre document. Tu te souviens de ce mémo qui a disparu de ton bureau? J'en ai trouvé une copie dans les emails de Martinez. C'est lui qui est entré par effraction, probablement sur ordre de Renault. Les pièces s'assemblèrent dans l'esprit de Delphine. C'est pour ça qu'ils t'ont attaqué. Ils savaient que tu étais sur le point de tout exposer. Et maintenant, nous avons des preuves qui vont bien au-delà du simple profilage racial
au centre commercial. C'est de l'exploitation systématique à des fins lucratives. La voix de Maya se renforça. Mais nous avons besoin de la bonne plateforme pour le diffuser. Un endroit où ils ne pourront pas nous faire taire ou déformer l'histoire. Delphine sortit son téléphone, vérifiant le calendrier de la ville. La réunion du conseil municipal, ce jeudi soir. C'est un forum public. N'importe qui peut prendre la parole. Parfait. Maya se redressa, ignorant la douleur. La presse couvre toujours les réunions du conseil. En plus, la moitié des personnes impliquées dans ces documents seront assises là, au conseil. Ils essaieront de me faire taire dès que je commencerai à parler. Pas si nous choisissons le bon moment. Les instincts de journaliste de Maya prirent le dessus. Nous diffusons la vidéo non montée de l'arrestation 1 heure avant la réunion. Pendant que tout le monde réagit à ça, tu prends la parole. Une fois que tu commenceras à présenter les preuves financières, ils n'oseront pas t'arrêter. Pas avec toutes les caméras de télévision qui tournent. Delphine imagina la scène. Affronter Renault, les membres du conseil, les dirigeants du centre commercial, tous les gens qui pensaient pouvoir la briser. Nous devrons tout organiser parfaitement. Ces documents, les séquences vidéo, les témoignages, j'ai déjà commencé à compiler. Maya afficha une présentation. Nous devons juste peaufiner ta déclaration. Frappe-les d'abord avec l'histoire personnelle, ce qui t'est arrivé. Ensuite, élargis pour montrer le schéma. Termine avec la preuve financière qui relie tout. Ils passèrent l'heure suivante à organiser les preuves, à élaborer le récit. L'expérience journalistique de Maya aida à structurer les révélations pour un impact maximal. Delphine ajouta des détails de son expérience dans les forces de l'ordre, soulignant comment chaque pièce violait des politiques et des lois spécifiques. « Tu sais qu'ils vont nous tomber dessus violemment pour ça », dit finalement Delphine. « Surtout toi. Ils ont déjà montré qu'ils sont prêts à utiliser la violence. » Maya toucha son visage contusionné. « Qu'ils essaient. Chaque attaque prouve simplement que nous disons la vérité. En plus, elle réussit à sourire. J'ai une capitaine de police qui veille sur moi maintenant. » Delphine serra doucement la main de Maya. « Repose-toi. Je ferai poster des uniformes de confiance devant ta porte ce soir. » Plus tard dans la soirée, Delphine se tenait devant le miroir de sa salle de bain, des fiches à la main. Le discours qu'ils avaient préparé semblait lourd de vérité et de conséquences. Elle étudia son reflet, les cernes sous ses yeux, les nouvelles rides de stress autour de sa bouche, l'acier dans son regard. « Mon nom est capitaine Delphine Cartier », s'entraîna-t-elle, sa voix stable. « Il y a 2 semaines, j'ai été arrêtée à tort alors que je faisais des achats au centre commercial Boisvert. Mais il ne s'agit pas seulement d'un incident de profilage racial. Il s'agit d'une entreprise criminelle systématique opérant dans notre ville. » Elle marqua une pause, se souvenant des slogans des manifestants, du courage de Tiana, de la détermination de Maya malgré ses blessures. Le poids de leur confiance pesait sur ses épaules. « Ça s'arrête maintenant », dit-elle à son reflet. « Tout ça. » Elle prépara son tailleur pour jeudi, son blazer le plus élégant, un pantalon repassé, des chaussures cirées. Son insigne de capitaine, qu'elle n'avait pas porté depuis sa suspension, capta la lumière sur sa commode. Elle le ramassa, sentant son poids familier. Tout reposait sur jeudi soir. Les preuves étaient solides. Les témoins étaient prêts. Le décor était planté. Elle n'avait plus qu'à se lever et à dire la vérité. Delphine retourna au miroir, redressant les épaules. « Mon nom est capitaine Delphine Cartier », recommença-t-elle, sa voix se renforçant à chaque mot. Les couloirs de marbre de l'hôtel de ville résonnaient de bruits de pas et de conversations chuchotées. Les équipes de tournage se bousculaient pour obtenir une bonne position près des portes de la salle du conseil. À l'intérieur, chaque siège était occupé, des gens se tenant le long des murs et débordant dans le couloir. Delphine s'arrêta sur le seuil, le cœur battant. Le dossier de preuves semblait lourd dans ses mains. Elle repéra des visages familiers. Maya à l'arrière, son bras toujours dans un plâtre. Tiana avec son téléphone prêt à enregistrer. Des militants communautaires portant des t-shirts « Justice pour Cartier ». Personne ne la remarqua au début.
Elle était vêtue de vêtements civils, son insigne épinglé à l'intérieur de son blazer. Près du front, l'agent Reynaud se prélassait sur sa chaise, parlant et riant avec Charles Valois, le PDG du centre commercial. Leur arrogance confortable lui retourna l'estomac. Le maire Thompson était assis au centre de la plateforme surélevée du conseil, s'épongeant le front avec un mouchoir. Ses yeux allaient de son téléphone à la foule. Les autres membres du conseil s'agitaient sur leurs sièges, visiblement conscients de la tension qui emplissait la pièce. Delphine prit sa place dans la file derrière d'autres citoyens, attendant de parler. Chaque personne avait 3 minutes au pupitre. Elle regarda l'horloge, sachant que sa vidéo allait être diffusée d'un moment à l'autre. Une agitation se propagea dans la foule. Des téléphones s'allumèrent dans toute la salle. Les gens se donnèrent des coups de coude, montrant leurs écrans. Le rire de Reynaud s'interrompit en plein milieu alors qu'il remarquait la situation. La vidéo non montée de son arrestation était en direct. Le maire Thompson s'éclaircit la gorge. « Orateur suivant, s'il vous plaît. » Delphine s'avança vers le pupitre. Maintenant, les têtes se tournèrent. Des chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. Reynaud se redressa, son sourire narquois vacillant. « Mon nom est Capitaine Delphine Cartier. » Sa voix porta, claire et forte, à travers le microphone. « Il y a 2 semaines, j'ai été arrêté à tort alors que je faisais des achats au centre commercial Boisvert. Mais il ne s'agit pas seulement d'un incident de profilage racial. » Elle posa son dossier de preuves, étalant des documents sur le pupitre. « Il s'agit d'une entreprise criminelle systématique opérant dans notre ville. Une entreprise qui cible les citoyens noirs pour les arrêter, les force à accepter des plaidés coupables et profite de leur mise à l'épreuve. » Les murmures de la foule s'amplifièrent. Les flashs des appareils photo illuminèrent la pièce. J'ai ici des communications internes entre les dirigeants du centre commercial et des policiers. Elle brandit le premier document. Ils discutent de quotas d'arrestation ciblant des données démographiques spécifiques. J'ai des dossiers financiers montrant des paiements de la société mère du centre commercial au service de supervision Nouveaux Horizons. Valois, le PDG du centre commercial, sortit son téléphone, tapant frénétiquement. Le maire Thompson tenta de l'interrompre. « Capitaine Cartier, ce forum est pour les préoccupations de la communauté, pas pour des accusations sans fondement. Ces accusations sont entièrement documentées, » continua Delphine, sa voix s'élevant. Y compris des emails entre l'agent Jean Reynaud et le juge Harrison discutant de la manière d'accélérer les plaidés coupables. Elle se tourna pour faire face directement à Reynaud. « Le même agent Reynaud qui m'a arrêté à tort, puis a déposé un rapport frauduleux prétendant que je l'avais agressé. » Le visage de Reynaud était devenu rouge. Il se leva à moitié de son siège, mais Valois attrapa son bras, lui chuchotant de manière urgente. « Lorsque j'ai commencé à enquêter sur cette combine, j'ai été suspendu. Une journaliste qui m'aidait a été attaquée par un policier. Mais ils ont commis une erreur. » Delphine brandit une clé USB. L'officier qui l'a attaqué a accidentellement téléchargé des preuves prouvant tout ce que je dis. La foule était maintenant totalement captivée, enregistrant chaque mot. Certaines personnes publiaient déjà des mises à jour en direct. Les téléphones ne cessaient de vibrer avec des notifications alors que l'histoire se propageait. « Ce système a détruit des vies, » dit Delphine. Des centaines de citoyens innocents poussés à plaider coupables, forcés de payer des frais de probation qu'ils ne peuvent pas se permettre, piégés dans un cycle de dette et de surveillance. Tout ça pour enrichir une société privée et ses complices. Elle regarda directement le conseil. « Vous avez tous vu la vidéo maintenant. C'est comme ça que ça commence. Mais j'ai des déclarations de dizaines de victimes. J'ai la preuve de pots de vin versés à des fonctionnaires de la ville. J'ai... » « Ça suffit !» explosa Reynaud de son siège. Il se dirigea d'un pas rageur vers le pupitre, sa main se déplaçant vers son arme. « Vous êtes en état d'arrestation pour diffamation et entrave à une enquête. » La foule se leva d'un bond. Mais avant que Reynaud ne puisse l'atteindre, 2 officiers en uniforme se mirent sur son chemin. Delphine les reconnut, les agents Chen et Rodriguez de son commissariat.
Calmez-vous, Reynaud, dit fermement Chen. Vous n'arrêtez personne. Dégagez de mon chemin. Reynaud essaya de les bousculer. C'est un ordre. Nous ne recevons pas d'ordre de vous, répondit Rodriguez. D'autres officiers émergèrent de la foule, formant une ligne de protection entre Reynaud et Delphine. La salle explosa. Les gens se levèrent, les téléphones enregistrant tout. Un slogan commença à l'arrière. « Justice! Justice !» se propageant jusqu'à remplir la pièce. Reynaud recula, son visage tordu de rage et d'incrédulité. Le PDG du centre commercial s'était déjà éclipsé vers la sortie. Le maire Thompson frappait désespérément avec son maillet, essayant de rétablir l'ordre. Mais le slogan ne fit que s'amplifier. « Justice! Justice! Justice !» Delphine se tenait au pupitre, entourée de ses collègues officiers, regardant la vérité qu'elle s'était tant battue pour exposer éclater enfin au grand jour. La salle du conseil sombra dans le chaos. Les équipes de tournage se bousculèrent, les microphones tendus comme des lances. Les flashs transformèrent la pièce en une discothèque stroboscopique de lumière et d'ombre. Les chants de « Justice » rebondirent sur les murs de marbre, devenant un rugissement tonitruant. Delphine resta stable au pupitre, ses mains ne tremblant plus. Elle avait porté ce poids pendant des semaines, la peur, la colère, la trahison. Maintenant, en voyant tout s'effondrer, elle se sentait étrangement calme. La procureure de la République Patricia Valois se fraya un chemin à travers la foule, le visage déterminé. Elle était assise tranquillement à l'arrière, écoutant tout. Maintenant, elle passait aux choses sérieuses. « Capitaine Cartier !» appela Valois par-dessus le bruit. « J'ai besoin de ces documents. Tous. Maintenant. » Delphine rassembla soigneusement son dossier de preuves, s'assurant que chaque papier était en place. Les dossiers financiers que Maya avait récupérés du téléphone de son agresseur. Les mémos internes. Les déclarations des victimes. 2 semaines de sa vie, compressées dans du carton et du papier. « Tout est là », dit Delphine en lui tendant le dossier. La piste de l'argent remonte à 3 ans. Des paiements de sociétés écrans appartenant à la société mère du centre commercial, acheminés par des comptes offshore, atterrissant dans la fondation privée du juge Harrison. Des paiements similaires aux services de supervision Nouveaux Horizons, qui appartiennent au beau-frère du conseiller municipal Peters. Valois parcourut les documents, ses yeux s'écarquillant. C'est complet. Elle sortit son téléphone, envoyant des SMS rapides. « J'appelle mon équipe. Personne ne quitte cette pièce. » Le maire essayait toujours de rétablir l'ordre, mais les coups de son maillet étaient noyés par la foule. Plusieurs membres du conseil s'étaient déjà éclipsés par la porte latérale. D'autres restaient assis, figés, le visage blême, se demandant probablement si leur nom figurait dans ce dossier. Reynaud faisait les 100 pas près du mur, comme un animal en cage, les autres officiers lui bloquant toujours le chemin vers Delphine. Sa main se crispait sans cesse vers son étui vide. Chen l'avait discrètement convaincu de rendre son arme quelques minutes plus tôt. « C'est que des mensonges !» cria Reynaud, sa voix se brisant. « Elle invente tout. Elle essaie de détruire tout ce que nous avons construit. » Il se rattrapa trop tard. « Tout ce que vous avez construit ?» Valois se tourna brusquement vers lui. « Et qu'avez-vous construit exactement, agent Reynaud ?» D'autres enquêteurs de l'État arrivèrent, affluant dans la salle comme une marée de costumes sombres et d'insignes. Ils se déplacèrent avec une efficacité bien rodée, sécurisant les sorties, collectant les téléphones, prenant les noms. Charles Valois, le PDG du centre commercial, tenta de se fondre dans un groupe se dirigeant vers la porte. Une enquêtrice se mit sur son chemin. « Monsieur Valois, nous allons avoir besoin que vous restiez. »« J'ai une réunion urgente, » commença Valois. « Oui, » le coupa l'enquêtrice. « Vous en avez une, avec nous. » Près du pupitre, l'agent Rodriguez s'approcha de Reynaud, tenant des menottes. Cette vue sembla briser quelque chose en Reynaud. Son visage se tordit de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça !» gronda-t-il. « Je suis l'un des vôtres. 20 ans dans la police. Vous allez vraiment prendre son parti ? Retourne-toi, Jean, dit doucement Rodriguez.
n'aggrave pas les choses. Pendant un instant, il sembla que Renaud allait se battre. Ses muscles se tendirent, ses yeux allant des officiers qui l'entouraient. Puis, ses épaules s'affaissèrent. Le combat le quitta d'un seul coup. Tandis que Rodriguez le menottait, lui lisant ses droits, Renaud garda les yeux fixés sur Delphine. La haine dans son regard était du pur poison. Mais Delphine ne détourna pas les yeux. Elle avait passé trop de temps à détourner les yeux des vérités laides. Le maire Thompson avait finalement renoncé à son maillet. Il se leva, ajustant sa cravate, essayant de projeter une autorité qu'il ne possédait plus. « À la lumière de ces allégations, annonça-t-il, je demande une enquête indépendante immédiate sur toutes les questions soulevées ici ce soir. La ville coopérera pleinement. L'État prend en charge cette enquête, interrompit Valois. Votre coopération n'est pas facultative, monsieur le maire. Elle est requise par la loi. La foule était passée des champs au tournage de tout sur leur téléphone. L'histoire explosait déjà sur les réseaux sociaux. Les journalistes faisaient des directs depuis tous les coins de la salle. Delphine regarda Renaud être emmené, suivi de Valois et de plusieurs membres du conseil visiblement nerveux. Les enquêteurs de l'État scellaient des bureaux, confisquaient des ordinateurs, marquaient des preuves. Le système contre lequel elle s'était battue était en train d'être démantelé, pièce par pièce, juste devant ses yeux. L'agent Chen lui toucha doucement le bras. « Capitaine, il y a une foule qui se rassemble dehors. Ils veulent vous entendre. » Delphine hocha la tête, soudainement épuisée. L'adrénaline se dissipait, la laissant vidée. Mais elle savait qu'il lui restait une chose à faire. Elle traversa la salle, acceptant des poignées de main et des tapes dans le dos d'inconnus. Maya croisa son regard de l'autre côté de la pièce, lui faisant un pouce levé, avec son bras valide. Tiana téléchargeait déjà ses séquences vidéo, souriant triomphalement. Les lourdes portes de l'hôtel de ville s'ouvrirent sur une nuit chaude. Les marches étaient bondées de manifestants, leurs pancartes illuminées par les lampadaires et les écrans de téléphone. Lorsque Delphine apparut, une acclamation s'éleva, qui sembla ébranler les fondations mêmes du bâtiment. « Capitaine Cartier! Capitaine Cartier !» Elle se tenait en haut des marches, regardant la mer de visages. Noirs, blancs, jeunes, vieux, tous unis pour exiger le changement. Certains pleuraient, d'autres étreignaient de parfaits inconnus. Des parents soulevaient leurs enfants sur leurs épaules pour mieux voir. Pour la première fois depuis des semaines, Delphine sentit le poids écrasant commencer à se lever de ses épaules. Elle avait porté le fardeau de ce combat seule pendant si longtemps. Mais elle n'était plus seule. La vérité était sortie. La justice arrivait. L'air frais de la nuit lui parut comme la liberté sur sa peau. 3 jours plus tard, le centre commercial Boisvert ressemblait à un fantôme de ce qu'il était. L'agitation habituelle du samedi avait été remplacée par un calme étrange, rompu seulement par l'écho des pas sur les sols polis. Du ruban de police jaune barrait les entrées de plusieurs magasins, leurs vitrines sombres et fermées pour enquête. Delphine traversa le couloir principal, ses talons claquant sur le carrelage. Elle portait son uniforme de capitaine aujourd'hui, non par obligation, mais comme une déclaration. Cette fois, il n'y aurait aucune erreur sur son identité. Les quelques magasins ouverts avaient plus d'employés que de clients. De nombreuses boutiques étaient temporairement fermées, leurs propriétaires impliqués dans l'enquête qui s'élargissait. L'aire de restauration, habituellement bondée le week-end, était à moitié vide. Des panneaux aux fenêtres annonçaient « Sous nouvelle direction » ou « Fermé temporairement pour examen ». Une jeune mère poussant une poussette reconnut Delphine, arborant un large sourire. « Capitaine Cartier, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. » Delphine hocha la tête, touchée par la chaleur dans la voix de la femme. D'autres personnes la remarquèrent, commençant à se rassembler. Un homme âgé tendit la main pour la lui serrer. « Mon petit-fils était l'un d'eux, » dit-il à voix basse. « Ils l'ont eu sur une fausse accusation l'année dernière, l'ont forcé à accepter ce plaidé coupable. Maintenant, son cas est en cours de révision, grâce à vous. J'en suis heureuse, »
répondit Delphine en lui serrant la main. « C'est exactement pour ça que nous avons mené ce combat. » Une petite foule s'était formée, la suivante à une distance respectueuse. Certains applaudissaient doucement. D'autres voulaient juste être près d'elle pour exprimer leur gratitude d'un signe de tête ou d'un sourire. Les agents de sécurité, des nouveaux, embauchés après le licenciement de toute l'équipe précédente, se tenaient droits et la saluaient à son passage. Près de la fontaine, un groupe d'adolescentes chuchotait avec excitation en la montrant du doigt. L'une d'elles se détacha du groupe, s'approchant nerveusement. « Capitaine, voudriez-vous prendre une photo avec nous? Vous êtes, genre, notre héroïne maintenant. On a fait tout un exposé sur vous en cours d'éducation civique. » Delphine posa avec les filles, leur excitation contagieuse. Leur téléphone cliquetait et flashait. Elle se souvint d'avoir eu leur âge, de ce que cela aurait signifié de voir quelqu'un qui lui ressemblait se dresser contre le pouvoir et gagner. « Ne laissez jamais personne vous faire sentir moins que ce que vous êtes, » leur dit-elle. « Défendez ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Elle aperçut Chloé qui attendait près de la boutique, celle-là même où tout avait commencé. Le visage de sa nièce s'illumina à l'approche de Delphine. « Tati dit !» Chloé se précipita pour l'embrasser. « C'est tellement bizarre d'être de retour ici. Bizarre en bien ou bizarre en mal? Bizarre en bien. Carrément bizarre en bien. » Chloé désigna le magasin. « Ils ont tout un nouveau personnel. La gérante qui a appelé les flics sur toi, elle est aussi sous le coup d'une enquête. Il s'avère qu'elle recevait des pots de vin pour cibler les clients noirs. À l'intérieur de la boutique, l'atmosphère était complètement différente. Le nouveau personnel les accueillit chaleureusement, presque avec révérence. La jeune caissière pouvait à peine contenir son excitation. « Capitaine Cartier, c'est un tel honneur! S'il vous plaît, faites-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Delphine et Chloé parcoururent la section des bijoux, enfin capables de faire leurs achats en paix. Les mêmes présentoirs qui avaient conduit à l'arrestation de Delphine scintillaient maintenant innocemment sous les lumières. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a fallu 3 semaines juste pour t'acheter un cadeau d'anniversaire, » dit Delphine en examinant un délicat collier en argent. « Mais ça valait la peine d'attendre. » Chloé toucha le bras de sa tante. « Ce que tu as fait, ça a changé les choses. Genre, vraiment changé les choses. Les enfants à l'école me regardent différemment maintenant. Ils veulent savoir ce que ça fait d'avoir une super-héroïne pour tante. » Delphine rit. « Je ne suis pas une super-héroïne, chérie. Juste quelqu'un qui en a eu marre de se faire marcher sur les pieds. C'est ça qui fait de toi une héroïne, pourtant. Tu avais peur, mais tu l'as fait quand même. » Elles choisirent un magnifique pendentif, des ailes d'argent se déployant en vol. Alors qu'elles approchèrent de la caisse, d'autres clients reculèrent, insistant pour qu'elles passent en premier. La caissière emballa soigneusement leur achat, ajoutant une deuxième petite boîte. « C'est un cadeau de notre part, » expliqua-t-elle, « pour nous excuser de... tout. » Delphine commença à protester, mais l'expression sincère de la jeune fille l'arrêta. « Merci, c'est très gentil. » D'autres personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur du magasin, formant une ligne de réception impromptue. Une femme plus âgée fourra des biscuits dans les mains de Delphine. Un homme en costume s'arrêta pour la remercier d'avoir exposé la corruption. Des parents la montraient à leurs enfants, expliquant qui elle était. « Tu vois, c'est la capitaine de police qui a tenu tête aux méchants. » En se dirigeant vers la sortie, la foule s'agrandit. Quelqu'un se mit à applaudir. Le son se propagea, remplissant le centre commercial d'applaudissements. Delphine sentit Chloé lui serrer la main. La sécurité leur tint les portes ouvertes à leur approche. Dehors, le soleil de fin d'après-midi peignait le ciel de nuances d'orange et de rose. Les applaudissements les suivirent jusque sur le parking. Chloé serra son sac de course, souriant. On dirait une fin de film ou un truc du genre. Delphine sourit, pensant à tout ce qui s'était passé. La peur, la colère, la trahison, mais aussi le courage, la solidarité, la victoire. Elle pensa à Maya, en convalescence, mais déjà en train de travailler sur sa prochaine histoire.
À Tiana, dont la vidéo avait contribué à déclencher un mouvement. À toutes les personnes dont la vie avait été touchée par ce combat. Tu sais quoi, ma puce? Delphine serra l'épaule de sa nièce. Elle garda sa voix basse, destinée uniquement à Chloé. Ce combat n'est pas terminé. Mais aujourd'hui, nous avons gagné. Noji! Le soleil couchant attrapa les ailes d'argent du nouveau collier de Chloé, les faisant scintiller comme un espoir prenant son envol. J'espère que cette histoire vous a plu. Veuillez la partager avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous deux histoires que je pense que vous apprécierez.